Voilà, ce que vous direz maintenant sera retenu contre vous. Donc oui, puisqu'on parle des chiffres, c'est vrai qu'il y a environ 70% des vendeurs qui tentent de vendre seuls, mais sur les 70%, il y a au moins le même chiffre qui sont en agence ou en mandataire, peu importe. Mais en tout cas, qui sont chez les professionnels. Donc c'est intéressant ce chiffre, parce que ça veut dire que 70% des gens que vous allez appeler ben, ont déjà contracté souvent avec une agence ou l'ont déjà fait. Et je dis 70, mais c'est un minimum. À part éventuellement pour les piges vraiment qui sont super chaudes. Donc ça veut dire que ce sont des personnes qui finalement sont ouvertes à recevoir des pros. Donc c'est intéressant, c'est une piste de réflexion intéressante puisque ben, ça permet d'essayer de trouver des leviers après quand on va avoir les objections. Désolé, il y avait un camion qui passait, je la fenêtre ouverte parce qu'il fait beau dans le 17 aujourd'hui. Alors, en pige, on va travailler sur principalement 3 leviers. Il y a 3 leviers qui sont interconnectés. S'il y en a un qui n'est pas respecté, eh ben, vous allez diminuer vos chances de rendez-vous, en fait, de prise de rendez-vous. Faut savoir que en pige, il y a un petit travail. Alors, c'est pas vrai pour tout le monde, mais pour pas mal d'agents, il y a un travail de développement personnel parce qu'il y a pas mal de blocages. La technique de pige, en fait, la pige immobilière, c'est une technique de prospection comme une autre, mais qui est une technique de prospection qui n'est pas évidente parce qu'on s'adresse à des personnes qui sont déjà vendeurs, qui souvent mettent agence à tenir, tout le blabla, on le connaît, qui n'ont pas forcément entendu, qui pour certains n'ont pas envie d'entendre parler d'un professionnel et du coup, bah, on va se faire rejeter. On risque de se faire rejeter. Or, l'être humain n'aime pas le rejet. L'être humain n'a pas envie de se faire rejeter. Donc, quand on se fait rejeter, même si c'est un rejet gentil, qui finalement est 80%, 85% du temps, eh bien, ça va faire naître des croyances limitantes, ça va faire naître des peurs, de l'anxiété, des croyances automatiques. Je suis nul, je ne vais pas avoir de rendez-vous. Dès que j'appelle, je n'ai pas de rendez-vous. Et voire d'une paralysie même à appeler. Donc, ce qui est intéressant, ce qui est intéressant, c'est de mettre de la conscience pour les personnes. Là, je m'adresse vraiment aux personnes qui sont dans cette situation. Je ne sais pas si, n'hésitez pas à vous manifester dans le chat. S'il y a des personnes, déjà, voilà, ce qui est intéressant, parce que c'est un levier intéressant, est-ce qu'il y a des personnes qui sont paralysées rien qu'à l'idée d'aller faire de la pige ou qui ont un peu cette sensation de croyance limitante, de peur du rejet, de croyances limitantes, de dire je suis nul, je vais pas y arriver, je vais systématiquement me faire je rejeter. C'est intéressant, c'est aussi ce mécanisme dans la pensée automatique un petit peu. N'hésitez pas à me dire oui ou non dans le chat. Donc, s'il y a des personnes qui se retrouvent dans cette situation, le levier, en fait, il est intéressant. Il faut rationaliser un petit peu la technique de prospection. Déjà, il faut se dire que ça fait partie du job. Voilà. Et comme j'ai coutume à le dire, notre métier de négociateur commence à partir du moment où on nous dit non, finalement. Sinon, c'est pas drôle. Donc, ça fait partie du job. Faut prendre ça comme un. Vous savez, dans le métier, bah, on a tous des choses qu'on n'aime pas faire. Voilà. Il faut rationaliser en disant que bah, la puce, ça fait partie de ce que j'aime pas faire dans mon métier. Voilà. Comme l'administratif ou autre chose. Donc l'idée, ça va être de rationaliser, de mettre de la conscience sur cette technique de prospection immobilière et de prendre du recul et de combattre un petit peu ces pensées automatiques pour ceux qui en ont, en disant que ce n'est pas parce que vous avez eu un refus ou que vous avez fait jeter que vous êtes nul ou que ça va être le cas à chaque fois. Vous n'avez peut-être pas été bon sur cet appel, mais ça ne veut en aucun cas dire que ça va être le cas tout le temps. Voilà. Donc, prendre du recul sur vraiment cette peur vraiment du rejet, voilà, cette anxiété latente, cette boule au ventre parfois. Le stress de la pige se dissipe avec le temps à force d'en faire. Ah bah, ça, c'est sûr. Et effectivement, après, avec l'expérience, vous allez mettre en place des automatismes, vous allez avoir un discours rodé, et en fait, vous allez avoir des scénarios et tout va être dans des cases en réalité, parce que vous allez voir que le traitement des objections, les objections, c'est toujours les mêmes. Donc, en fait,
ça va être un peu un tableau dans la tête. Tiens, il me dit ça, on va partir sur ça, tac, 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 tac. Voilà. Donc voilà un petit peu pour le développement personnel. N'hésitez pas pour ceux vraiment, parce que j'en ai coaché où vraiment c'était là, vraiment rien qu'à l'idée d'attraper le téléphone, il tremblait. Bon, c'est vraiment les cas extrêmes. Donc pour les cas extrêmes, faire une petite séance même de 5 minutes de respiration avant d'attaquer, de prendre le téléphone, prendre vraiment du recul, mettre des mots sur ce qu'on ressent et se dire, en fait, je ressens ça, ok. Et de rationner, de se dire, bon, il risque de se passer ça. Et s'il se passe ça, je me fais jeter, je me fais insulter, soyons fous, même si c'est super rare. Ok, je me serais fait insulter. Bon, c'est un abruti. Allez au suivant. Voilà. Bon. Et puis, on va voir aussi que dans des rares cas, dans à peu près 5% des appels, parce que vous êtes entrepreneur et c'est vous qui allez mettre la limite, le curseur vous avez le choix. Il ne faut pas oublier que vous avez le choix, en fait, de travailler avec qui vous voulez. Et quand vous avez une personne hostile ou qui vous manque de respect au téléphone, eh bien, vous avez le choix aussi de l'envoyer chier. Hein. Faut pas avoir peur. Bon, 5% du temps, hein, parce que sinon, ça va pas. Le but, c'est quand même d'avoir le rendez-vous. Mais 5% du temps, ça fait plaisir. Et ça fait du bien. Et il ne faut pas se mettre en position de subordination en se disant que on va arracher le rendez-vous en se disant qu'il faut tout faire, parce que sinon, beaucoup de personnes ils vont en jouer. Quoi. Donc ça, c'est un peu l'aspect de développement personnel. Je vous déconseille fortement de se mettre en position de demandeur et en position de subordination, mettre de la conscience pour les personnes qui ont du mal à attraper le téléphone, travailler sur les croyances limitantes en disant que ce n'est pas parce que vous avez un refus ou vous n'allez pas vous faire rejeter à chaque fois. Ça ne va pas arriver à chaque fois. Voilà, ça, c'est important. Et n'oubliez jamais que derrière un non se cache toujours un oui. Sauf qu'on ne sait jamais quand. Après, on va travailler aussi sur l'aspect organisationnel, parce que l'aspect organisationnel, si on est mal organisé quand on prospecte, on l'a vu avant-hier, et puis c'est aussi vrai pour la pige, eh bien, on va se couper un peu l'herbe sous les pieds. Et enfin, on va attaquer l'aspect technique, où là, on est vraiment sur l'aspect vraiment prise de rendez-vous, avec le cursus, le traitement des objections et le cursus de l'appel. La pige immobilière, c'est difficile aussi, parce que on est privé de nos sens. Je ne vais pas vous apprendre que nous sommes des animaux sociaux et que nous communiquons énormément avec le non-verbal. Or, au téléphone, eh bien, nous avons essentiellement le verbal, qu'on peut optimiser, certes, on va le voir, mais on a essentiellement du verbal. Donc, déjà, on peut partir du principe que dans notre capacité de persuasion, on a peut-être que 40% à peine de notre capacité si on est au max de notre forme. Parce qu'effectivement, le stress peut, vraiment pour les personnes très stressées, on peut couper du coup ces 40% qui restent par encore 40% des 40% au niveau de l'efficacité. Ce qui fait qu'il va rester peut-être 25% ou même pas 30% de vos capacités de persuasion en réalité. Et si en plus on est mal préparé et que finalement on se débrouille pas bien en plus parce qu'on n'est pas en forme ou qu'on n'a pas assimilé ou qu'on manque de formation, eh bien on peut tomber à 20%, 15%, voire 2% de taux de réussite. Donc la pige, il faut voir ça comme des maths, un peu, c'est rigolo. Donc, au niveau de l'aspect organisationnel, c'est tout ce qu'on va mettre autour de l'appel pour avoir notre rendez-vous. Je rappelle qu'aussi dans la pige immobilière, il y a plusieurs objectifs. Il y en a principalement deux. Il y a les objectifs primaires et il n'y en a qu'un seul objectif primaire. Il y a une seule chose à laquelle vous devez penser quand vous appelez la pige, c'est la prise de rendez-vous. C'est tout. On ne veut rien d'autre. Tout le reste, c'est le rendez-vous vendeur. Là, votre seul objectif en pige immobilière, c'est avoir un rendez-vous. Point. Ça s'arrête là. Ça ne sert pas à faire un mandat, à nous vendre le réseau, vendre qui vous voulez, argumenter, sauf si on nous pousse un peu dans nos retranchements. Mais ça sert à avoir un rendez-vous. Et si vous ne pensez qu'à ça, finalement, eh bien, vous allez respecter une certaine méthodologie, vous allez éviter des discussions stériles à base d'argumentaires qui tombent à côté. Vous allez aussi fortement prendre du recul par rapport à votre prospect et vous n'allez pas vous mettre dans la position où on va travailler ensemble.
en réalité. Parce que pourquoi aussi il y a beaucoup d'échecs en pige immobilière? C'est parce que votre interlocuteur a peur de l'engagement. C'est-à-dire qu'il a peur tout simplement de signer un mandat. On l'entend tous les jours. Hein. Ouais, je ne veux pas signer de mandat. Sauf que je n'appelle pas pour ça. D'accord? L'anti-vente, ça marche bien aussi. On appelle pour avoir un rendez-vous. Dans l'éventualité qu'on travaille ensemble, en réalité. On est toujours dans l'éventualité. On appelle pour avoir un rendez-vous, on appelle pour faire connaissance. Je souhaite faire connaissance de votre projet afin de voir éventuellement si je peux vous le faire aboutir. Évidemment, on n'a pas de client, on bannit tous ces mots interdits, client, mandat, tout ça, ça n'existe pas dans notre vocabulaire. Sauf si le prospect nous pousse dans nos retranchements, comme on va le voir tout à l'heure, dans le traitement des objections. Mais si on prend du recul et si rapidement on fait comprendre à notre prospect qu'en fait, on se met un petit peu en position parallèle et qu'on n'est pas là pour finalement l'engager, eh bien, on va un petit peu casser ces barrières. La pige immobilière, il faut voir ça comme un tunnel, en fait. C'est un tunnel où, quand vous décrochez le téléphone, c'est le début du tunnel, et la fin du tunnel, c'est la prise de rendez-vous. Et tout le long du tunnel, il y a des portes. Il y a des portes que votre prospect va vouloir enfoncer ou emprunter. Voilà. Et notre rôle, finalement, c'est de laisser ces portes fermées. Voilà. Et si on applique la méthodologie qu'on va voir aujourd'hui, vous allez optimiser, vous allez maintenir un maximum de portes fermées. Voilà. Alors parfois, le prospect va les enfoncer. Bon, et ben, ça va être là, à ce moment-là, de faire la technique du retrait. Et on va le voir après. Donc, la pile, c'est un tunnel. C'est un jeu. J'arrive dans le tunnel, un peu comme on est sur l'autoroute, hein, avec des issues de secours. Et puis, nous, on doit arriver au bout du tunnel sans que le prospect, avec notre prospect, sans qu'il ait pris une issue de secours. C'est un peu ça, ouais, schématiquement. Donc, l'aspect organisationnel, qu'est-ce qu'on va mettre autour pour optimiser justement cette prise de rendez-vous? Tout d'abord, ça va paraître bête, mais c'est important, on travaille dans un endroit calme et rangé. Et quand je dis calme, ça vaut pour nous, mais ça vaut aussi pour votre interlocuteur. Parce que quand vous allez appeler, d'ailleurs, on pose souvent la question, on me demande souvent quand appeler. Moi, je vous propose d'appeler le matin, à partir de 8h30, entre 8h30 et 9h. Pourquoi? Parce que surtout si vous êtes sur des zones tendues, si vous appelez à 17h, vous allez être le 20e. Et je vous déconseille fortement d'être le 20e. Alors là, c'est tout de suite, la première porte qui va enfoncer, c'est tout simplement, vous êtes le 20e qui m'appelle. Au revoir. Voilà, c'est dommage. Bonjour, ancien missionnaire mormon, besoin de faire de vote commercial. Désolé, j'ai une question. Je vais pas pour attirer. Exactement, la situation, je te conseille fortement d'en faire. On l'a vu avant-hier. Vieille technique, d'accord. La pige, je n'ai pas gagné. 8h30, souvent, ils sont en voiture. Alors là, suivant certains secteurs, on s'adapte. Moi, je vous conseille de commencer 8h30, 9h moins quart. Et si vous jugez que votre cible n'est pas encore ouverte, vous y allez jusqu'à 9h30. Parce que 9h, c'est pareil. 9h, souvent, on emmène les gosses. Voilà. Donc, je vous conseille, en gros, de commencer à 8h30 et max 9h30. À vous de voir en fonction de votre cible. Mais après, des confrères vont passer avant. Donc, l'idée, c'est d'être le premier. Pour les piges chaudes, bien sûr, parce que les piges froides, c'est différent. Donc, je vous conseille ce créneau-là, dans la majorité des cas. Après, on s'adapte à la cible, bien sûr. Si votre interlocuteur ne répond pas, on va essayer à midi, puis après, ou à 10h, etc. Et on laisse un message. Toujours, on laisse un message. Donc, ça, c'est le premier truc. Endroit calme pour travailler, évidemment, c'est évident pour vous, mais c'est moins évident pour votre cible, parce qu'au moment où vous allez appeler, justement, votre prospect n'est peut-être pas ouvert et peut-être qu'il y a du bruit autour de lui, qu'il n'est pas dans un environnement où il va être capable de vous écouter. La communication, c'est un émetteur, c'est un message et c'est un récepteur. Bon, vous êtes dans un calme, c'est bon. L'outil pour passer votre message, ça va être le téléphone. Aujourd'hui, j'allais dire Dieu merci, aujourd'hui on est en 2022, mais il y a plein de problèmes de réseau. Enfin, moi j'en ai plein en ce moment. Bon, on va partir du principe que vous avez un bon réseau, donc il n'y a pas de problème. Mais si votre interlocuteur, le message est brouillé parce qu'il n'est pas dans un endroit propice, eh bien, coup d'épée dans l'eau, vous n'aurez pas le rendez-vous. Enfin, voilà, vous êtes à 2% d'avoir le rendez-vous. Donc, on s'assure que votre interlocuteur est potentiellement ouvert. Vous allez vite l'entendre, hein, au téléphone. Donc, si vous voyez qu'il y a du bruit, tout ça, on va tout simplement proposer de rappeler. Voilà.
pour éviter que votre prospect vous dise oui, 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 et qu'il n'écoute rien, en fait, et que vous perdiez votre temps. Voilà. Pour info, la pige immobilière, moi, je considère que au niveau de la prise de rendez-vous, parce que n'oubliez pas que ça sert à ça, une pige, c'est avoir un rendez-vous, ça doit durer entre 5 minutes, si vraiment vous n'êtes pas heurté au traitement des objections, et grand max 20 minutes. Si vous dépassez les 20 minutes, c'est que vous avez perdu la méthodologie et que vous commencez certainement à partir dans des discussions stériles, sauf si vous avez choisi de le faire, encore une fois. Mais dans la majorité des cas, c'est que le prospect va vous commencer à vous raconter sa vie et à perdre le fil vraiment de l'objectif. Et c'est dommage parce que souvent, malheureusement, ça peut se terminer au bout de 20, 25, 30, 40 minutes dans des discussions où l'objectif ne sera pas respecté parce qu'au bout d'un moment, il va dire « Ah ben attendez, je dois en parler à mon conjoint ». Et finalement, je vous rappelle, et puis terminé, il vous filtrera, vous n'en entendrez plus parler. Donc, c'est important de se fixer aussi des objectifs au niveau de timing, de respecter, essayer à peu près de respecter entre 5 et 20 minutes, parce qu'après, ça deviendra une perte de temps. Et si vous passez 35 minutes avec un prospect, en 35 minutes, si vous en appelez d'autres, vous pouvez choper plusieurs rendez-vous. Donc, attention aussi à ce niveau-là, au niveau de l'organisation. Donc, votre prospect doit être réceptif, donc il doit être dans un endroit où il est capable d'écouter votre message et attention au timing également. D'accord ? Au niveau de l'organisation également, très important, on va mettre en place un suivi. À la fin de votre communication, 3 choses peuvent se passer. 1, vous allez avoir le rendez-vous. 2, vous n'allez pas l'avoir. 3, vous n'allez pas l'avoir de manière définitive. De manière définitive, c'est vraiment, on va dire, 15% des cas. J'aime pas le mot définitif. Dans 85% des cas, si vous allez avoir un refus cordial. Donc, on va mettre en place un suivi. En fonction de votre zone de chalandise, surtout de la tension, c'est à vous de voir si vous relancez vos prospects au bout d'une semaine, 2 semaines. 2 semaines, c'est long en ce moment. Donc, je vous conseille plutôt une semaine max, 5 jours, une semaine. Et vous allez tout simplement prendre de ces nouvelles une semaine après. Et au préalable, en fait, vous allez lui envoyer une fiche. C'est-à-dire qu'à la fin du rendez-vous, vous avez tout essayé. Vous n'avez pas réussi à avoir le rendez-vous. Donc là, vous commencez à avoir le seuil de rupture. Et votre prospect, vous allez lui dire « Ok, j'ai compris, vous êtes un dur à cuire, félicitations, vous êtes audacieux, c'est tout à votre honneur. » Cependant, je me note de vous rappeler d'ici une semaine pour prendre de vos nouvelles et je vais vous envoyer une fiche. Je vais vous envoyer ce qu'on appelle une checklist. D'ailleurs, je vais vous la mettre tout de suite dans le chat. Comme ça, vous l'aurez. Ça évitera. Hop, je vous la mets tout de suite. Alors, je mets juste le coaching sur pause. Donc, cette checklist, en fait, ça va être l'amorce pour votre suivi. C'est-à-dire que vous allez finir la discussion par « Ok, vous êtes un dur à cuire, je me note de vous rappeler. Mais en plus, monsieur le vendeur, je vais vous envoyer un document pour vous aider. » Oh, il est fou, lui, il veut m'aider, il est mandataire, il veut m'aider. Eh oui, c'est du marketing de contenu. Monsieur le vendeur, je vous donne cette checklist pour vous aider à vendre. Je vous invite à... Donc déjà, je vais prendre votre mail. Est-ce que je peux avoir votre mail pour vous l'envoyer? Je vous invite à consulter ce qu'il y a sur cette liste et vous devez répondre par l'affirmative à toutes ces questions si vous souhaitez vendre dans de bonnes conditions. Sinon, vous ne vendrez pas dans de bonnes conditions et vous risquez de perdre votre vente. Si vous avez besoin de renseignements complémentaires sur cette liste, évidemment, je vous invite à me rappeler. OK? Et vous lui envoyez. Bon, déjà, vous ouvrez la porte, vous vous mettez dans une situation où vous êtes là pour l'aider. Vous avez vu, vous n'êtes pas là pour faire du chiffre et vendre, vous êtes là pour l'aider. Et inconsciemment, c'est intéressant. Vous allez donc, une semaine après, le relancer. Monsieur le vendeur, avez-vous reçu ma liste? Est-ce qu'elle vous a aidé? Monsieur le vendeur, bonjour, c'est Jonathan à l'appareil. Alors, j'appelais pour prendre de vos nouvelles. Où est-ce qu'on en est avec votre vente? Vous avez des offres? Vous avez signé un compromis? Qu'est-ce qui se passe? Racontez-moi. Et au fait, la liste, alors, vous l'avez regardée? Ah ouais, alors, et puis, ça vous sert d'amorce pour lancer. Alors, du coup, est-ce que vous avez besoin de plus de précision sur un point? Parce que je peux me déplacer pour qu'on en discute, si vous voulez. Ça vous sert vraiment d'amorce pour avoir le rendez-vous dans un second temps. Je ne compte pas le nombre d'exclus que j'ai faites grâce à cette liste. Parfois même au bout de 3 relances. 2 relances, 3 relances, c'est pas grave, je rappelle. Ah, monsieur le vendeur,
J'adore les plus audacieux. Vous savez, l'expérience montre que plus on est audacieux et plus on y arrive. Et à la fin, je signais l'exclu et je vendais. Et c'est arrivé beaucoup de fois. Parce que vous allez avoir, je vous garantis qu'en fonction des zones, vous allez avoir autant de piges au premier appel qu'à la relance. Donc, c'est très, très, très important. Et pour ne pas les oublier, ces relances, je vous donne la technique du classeur mensuel. Et il n'y a pas mieux pour ne pas oublier. C'est-à-dire qu'au début, vous allez en avoir 1, 2, 3, 4, 5, etc. C'est facile. Mais au bout d'un moment, si vous en avez 20 à relancer, ben, vous ne savez plus comment gérer. Donc, moi, je vous conseille de vous acheter un classeur avec 31 intercalaires. Vous les notez de 1 à 31. Et à chaque fois que vous avez une relance, que vous n'avez pas le rendez-vous, vous mettez votre fiche pige parce que pendant le rendez-vous, évidemment, vous allez noter tout ce qui se dit, toutes les informations. Parce que pendant votre relance, vous allez vous servir de ce qui a été noté sur cette fiche pour pouvoir relancer et après argumenter pour avoir le rendez-vous. Donc, tout ça, vous allez vous en servir donc un peu contre lui, entre guillemets. Vous allez peut-être même chercher des infos un peu plus en détail sur votre prospect. Plus vous en serez sur votre prospect et mieux vous avancerez votre relance et votre rendez-vous vendeur, bien sûr. Et donc, vous allez le relancer. Et tous les jours, qu'est-ce que c'est le rituel? C'est d'ouvrir le classeur. Et vous savez qui vous devez relancer et pourquoi. Alors, vous pouvez vous en servir sur la pige, mais pour plein de choses. Mais pour la pige, c'est une bonne méthode de se classer ces piges. Ça permet de ne pas oublier parce que je vous garantis, et ça, c'est mon expérience pendant des années, que des relances, c'est vraiment du chiffre d'affaires, les relances. Vous avez un nom aujourd'hui, mais vous en aurez un peut-être demain ou après-demain. Et l'expérience l'a prouvé de maintes et maintes fois. D'accord? Donc, la ténacité est une qualité indispensable en pige immobilière. Et ce n'est pas parce que vous avez un oui aujourd'hui que vous en aurez un demain. Et là, on en revient un peu aux croyances limitantes. Voilà. Et je vous garantis que l'expérience le prouve. Ça fait partie de l'organisation, bien sûr. Un intercalaire par jour, du coup, et on appelle toutes les semaines. Ben, en fait, vous allez sur la fiche, donc vous allez noter, tac, sur la fiche, vous notez à relancer le, je sais pas moi, ben, aujourd'hui on est le 6, tiens. Tiens, bon, j'ai eu un refus, mince. Bah tiens, le 13, je sais que je dois appeler. Donc, je me note sur la fiche 13 relancer et je me mets la fiche au 13. Et quand, dans une semaine, parce que j'aurais fait plein de choses, j'ouvrirai mon classeur, ah, j'ai cette personne à relancer. Alors, qu'est-ce que je m'étais noté? Ok, monsieur un tel, ok. Alors, c'est Jonathan, ça va les branches? Alors, t'as vendu? Alors, je rigole. Mais en tout cas, on va relancer. Et surtout, on va relancer avec du concret. Parce qu'on a envoyé une fiche et on ne relance pas avec du tourisme, quoi. On relance avec un discours concret. Et ça fait pro, en réalité. Ça fait pro et on se démarque de vos confrères. Certainement, parce que je ne suis pas sûr que beaucoup mettent en place des méthodologies et des choses comme ça. Donc, relance, relance, relance. Voilà pour l'aspect organisationnel. Je vais vous mettre tout de suite un cours que j'ai fait parce que je ne vais pas avoir le temps de tout développer dans le laps de temps qu'on a, parce que des coachings pige, j'en ai fait de 4 heures. C'est très, très, très complexe la pige, en réalité, beaucoup plus qu'on ne le croit. Donc, je vous mets également dans le chat l'e-book que j'ai fait sur la pige et ça viendra en complément du coaching que j'en ai en train de faire. Alors, e-book. Je vous mets plein de choses. Je vous mets l'e-book sur la pige et je vous mets également l'e-book sur le traitement des objections. Le traitement des objections que j'ai fait. Et je vous mets également, alors, où est-ce qu'elles sont? Formation de pige, je retrouve mon petit dossier, formation de pige, elle est là. Je vous mets quelques arguments en vrac sur les arguments, les objections les plus classiques. Ça, je l'ai fait. L'objection emmener moins de clients aussi, qui n'est pas très compliqué à lever comme objection. Je veux vendre seul. C'est ça, ouais. Allez, hop, je vous la mets aussi. Voilà, donc là, vous avez pas mal de choses, tant que j'y pense, qui viendront en complément. Voilà. Alors, le traitement des objections. Le cours que je vous ai mis, le e-book, viendra en complément de ce qu'on va faire. C'est très simple. En fait, dans le cursus du traitement des objections, vous allez faire toujours de la même façon. Alors, il y a plusieurs méthodologies.
Vous vous rappelez, le mardi, j'ai parlé de la méthode AIDA. Et en fait, la méthodologie du cursus de l'appel de la pige, enfin, je le dirai après ça. Là, on va d'abord parler du traitement des objections. Parce qu'en fait, le traitement des objections, c'est ni plus ni moins, en fait, qu'une partie de l'appel. Parce que si, comme on va finir sur ça, vous allez en fait dérouler l'appel comme on va le voir, vous allez voir que vous allez limiter finalement cette petite phase du traitement des objections. Alors, le traitement des objections, il se fait toujours de la même façon. Et moi, je suis un grand partisan de la technique de l'entonnoir. Il y a aussi la méthode CAP. C'est caractéristique, avantage, preuve. C'est-à-dire qu'on part de la caractéristique de l'objection. Oui, monsieur le vendeur, je comprends que vous voulez vendre seul. Je comprends, j'accepte. OK, je comprends. On va le transformer finalement en avantage, en argument, en argumentation, et on va finir par une preuve. Mais moi, je trouve que cette méthodologie est un peu incomplète. Parce que, en fait, d'accord, on parle de la caractéristique, mais finalement, très souvent, en plus, il faut faire des reformulations parce que la première chose qu'il nous dit, ce n'est pas la véritable objection. Et donc, si on ne connaît pas la véritable objection, parce qu'en réalité, je veux vendre seul, ce n'est pas une objection. Pourquoi tu veux vendre seul? L'idée, elle est là. Ça va être difficile de transformer en argument, en avantage. D'accord? Donc, on part un peu à l'aveuglette. Et terminer par une preuve sur du concret, c'est pareil. Donc, finalement, on va mettre la technique CAP dans la technique de l'entonnoir. Et ça va être vachement plus, j'ai fait un mélange des deux, ça va être vachement plus efficace. Donc, la méthode de l'entonnoir, on va commencer par accepter l'objection. Je ne veux pas d'agence. Très bien. Je comprends, monsieur le vendeur. Je ne veux pas d'agence. Mais pourquoi? Pourquoi diable? Vous ne souhaitez pas d'agence? Qu'est-ce qui motive aujourd'hui votre choix? Il y a aussi quelque chose de très important pendant l'appel. Je vous invite fortement, ça fait partie de la technicité également, à vous synchroniser avec votre prospect. C'est-à-dire qu'il faut que votre prospect se sente comme vous. C'est encore plus vrai en rendez-vous vendeur, mais c'est très vrai aussi à la pige. Sauf que c'est plus compliqué à la pige, parce qu'à la pige, vous n'avez que votre voix pour convaincre. Donc, qu'est-ce que ça veut dire vous synchroniser? Ça veut dire tout simplement qu'au téléphone, il va falloir que vous essayiez de faire en sorte que votre prospect se sente comme vous. On va tout simplement essayer de se synchroniser. Donc, ça passe par un débit de parole à peu près similaire à votre prospect. Vous allez parler sur le même débit de parole et aussi sur le même ton. Moi, par exemple, je suis sur un secteur rural. J'avais des campagnards, des bons campagnards sur mon secteur. Donc, en employant, on parlait, c'était ouais, d'accord, vas-y, va. C'était un peu comme ça, quoi. Ouais, ma baraque. Ben, alors, votre baraque, quand c'est que je peux venir la visiter? Voilà, ben, je parlais comme ça. Parce que si j'avais employé un langage guindé à ce moment-là, oui, donc du coup, quand puis-je visiter votre bien immobilier, par exemple? Ben là c'est sûr, je mets une distance, je mets un décalage social. Et du coup, je ne me synchronise pas avec ce prospect. Et si je ne me synchronise pas, eh bien, je ne donne pas confiance. C'est aussi simple que ça. Donc, il faut se synchroniser. Et ça, vous n'avez que quelques secondes pour essayer de le voir. Rien que, oui, allô, presque vous le savez déjà. C'est impressionnant quand on fait attention, en réalité. Alors, je schématise, mais c'est un peu ça quand même. Donc, synchronisez-vous à votre prospect. Je ne veux pas d'agence car j'ai été déçu par des agences. Alors là, on est dans une vraie objection. Tiens, on va prendre cet exemple, justement. Donc, je veux essayer seul, je veux vendre seul. OK. Pourquoi? Qu'est-ce qui motive ce choix? Bah écoutez, j'ai été déçu par les agences immobilières. Ah, là c'est intéressant. Là, on commence à rentrer dans une véritable objection. Il y a un dicton qui dit que pour avoir la vraie objection, il faut poser plein de questions. Et souvent, on a 2, 3 mauvaises objections avant d'avoir la vraie. Donc, OK, pourquoi? Parce que j'ai été déçu par les agences. Très bien. Alors, entre chaque étape de la méthodologie de l'entonnoir, et ça, vous pourrez le réviser sur l'e-book que je vous ai envoyé, vous allez pouvoir, il va falloir reformuler. Il va falloir reformuler, pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle la technique aussi du yes set. Le yes set, c'est tout simplement obtenir des oui
de votre prospect. Et ces oui qui sont inconscients sont hyper importants parce que vous conditionnez votre prospect à dire oui au moment le plus important, c'est-à-dire à la phase de pré-closing, à la fin de l'entonnoir. Donc, monsieur le vendeur, vous souhaitez vendre seul. Très bien, j'ai compris. C'est audacieux de votre part. Donc, évidemment, on ne va jamais à l'encontre de votre prospect. On se met toujours dans une situation parallèle et non dans une situation perpendiculaire, on va à l'encontre. Parce que alors là, c'est le mur, autant raccrocher tout de suite. Donc, on se met en position parallèle. Et OK, monsieur le vendeur, je comprends, vous avez été déçu par les agences. Très bien. Donc, vous reformulez et vous lui faites dire un oui. C'est bien ça, je comprends bien. Oui, j'ai été déçu par les agences. Donc, vous avez déjà obtenu un premier oui, qui ne paraît pas important, mais qui est important en réalité. Très bien, monsieur le vendeur. Est-ce qu'il n'y a que ça, finalement, qui vous empêche aujourd'hui de recevoir un professionnel? Et là, le langage est très important. Et ce n'est pas évidemment, est-ce que c'est ça, monsieur le vendeur, qui vous empêche de signer un mandat ou qui vous empêche de travailler avec un professionnel, tout ça? On est toujours dans le recevoir parce qu'on veut juste un rendez-vous, on ne veut rien d'autre. Parce que si on commence à avoir des objections du style ouais, je ne veux pas travailler avec vous, ben là, on va pouvoir faire de l'anti-vente. Oh, excusez-moi, monsieur le vendeur, mais on est exactement dans la même situation parce que moi, c'est pareil. Je ne sais pas encore si je veux travailler avec vous et si on peut travailler ensemble. Parce que déjà, je ne sais pas si j'ai le client, je ne sais pas si votre bien est juridiquement vendable et je ne sais pas si on va s'entendre. Voilà. Donc, si vous voulez, à l'issue de notre conversation aujourd'hui, il peut se passer que 3 choses. Vous acceptez qu'on travaille ensemble, je l'accepte, ou vous refusez, ou je refuse. Du coup, ça fait 4, en fait. Parce que si un jour on travaille ensemble, c'est parce qu'on l'aura décidé tous les deux. Et vous voyez, vous vous mettez certainement pas dans une situation de demandeur et de subordination, vous vous mettez dans une situation parallèle. Voilà. Monsieur le vendeur, j'ai aussi besoin de vous que vous avez besoin de moi. Voilà. Et là, c'est très intéressant parce que finalement, je ne suis pas convaincu que beaucoup de professionnels ont ce genre de langage. Et vous vous démarquez aussi par rapport à vos confrères. Il faut vraiment lui faire comprendre que vous n'avez pas besoin de lui. Voilà, parce que beaucoup en abuseront. Parce qu'ils vont vouloir après prendre le dessus. Et s'ils prennent le dessus à ce moment-là, ils auront aussi le dessus au rendez-vous vendeur. Et là, c'est plus grave. Parce que vous allez subir le rendez-vous. Et subir le rendez-vous, ça nous est tous arrivé. Hein. C'est jamais très, très agréable. Parce qu'on ne sait jamais finalement comment ça va se passer. Parce que vous subissez là, vous subissez au rendez-vous vendeur, vous allez subir quand vous allez avoir un acheteur. En fait, on subit tout le temps. Donc ça, c'est très important. Enfin, en tout cas, c'est ma vision des choses, de se mettre toujours dans une situation professionnelle et pas de subordination. Il y a une différence entre... Alors là, on commence à rentrer dans la manipulation, mais on en a besoin dans notre métier. Alors, ce n'est pas de la manipulation malveillante, mais on a toujours besoin parfois de manipuler un petit peu, même si le mot est fort. Mais il y a une différence entre le laisser croire finalement qu'il a le dessus, que finalement il est vraiment. Quand vous laissez finalement le dessus à votre interlocuteur, c'est parce que vous l'avez choisi. Et c'est parce qu'il en a besoin. Mais là, c'est différent, là, c'est calculé. D'accord ? Vous n'êtes pas dans la soumission où vous ne subissez pas le rendez-vous. Vous le subissez parce que vous l'avez choisi. Et là, c'est différent. Parce que vous allez savoir rectifier le tir quand il faudra. Donc, on accepte, on reformule, et une fois qu'on a reformulé, on va isoler l'objection. Monsieur le vendeur, vous avez une mauvaise expérience avec les agences. Mais est-ce qu'il n'y a que ça qui vous inquiète? Est-ce qu'il n'y a que ça aujourd'hui qui fait que vous ne recevez pas d'agence? Surtout que vous n'oubliez pas qu'il y a 70% des cas où il y a 60% de chances pour que le bien soit en agence. Alors là, il va se dire oui, il va se dire non. Il vous dit oui, on va passer au traitement. Il vous dit non, on reformule. Ah, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il faut avoir tout. Il faut lui sortir les vers du nez. Si vous lui sortez tous les vers du nez, que vous lui faites cracher, n'oubliez pas que notre métier est constitué de plus de 80% d'écoute. Si vous lui faites cracher tout ce qu'il y a à dire, vous allez pouvoir argumenter, qui est la prochaine étape, sur des éléments concrets, sur du concret. Et vous n'allez pas partir sur de la vente de services, de ce que vous voulez, de réseau, alors qu'il n'entendra pas, parce que vous n'allez pas argumenter sur ce qui l'intéresse. Quand on argumente et qu'on traite une objection, il faut le traiter sur des notions subjectives, sur des notions qui parlent à votre prospect, et non sur de la vente, parce qu'il va vous dire ben, « j'ai été déçu par les agences ». Ok, ouais, mais on est les meilleurs, nani, nana. Ouais, mais il s'en fout. Il s'en fout que vous soyez les meilleurs, parce que lui, il a été déçu par les agences. D'accord ? Et être le meilleur, ça ne veut rien dire. C'est trop vague.
ce n'est pas un argument concret en réalité. Donc, il va dire, ouais, mais vous êtes tous les meilleurs. Donc, il n'entendra pas. Donc, il faut, quand on argumente, et ça, c'est bon pour toutes les objections, argumenter sur des éléments qui lui parlent, sur des éléments subjectifs. Donc, là, on va partir du principe qu'il n'y avait que c'était ouais, j'étais déçu par les agences, je ne veux plus en recevoir, c'est fini pour moi. Bon, ok, je comprends, c'est tout à fait inadmissible, sachant que notre profession est une profession réglementée, et ça, je pourrais vous le prouver. Donc là, on commence à être dans la preuve, la fameuse technique CAP. Mais monsieur le vendeur, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, il faut encore plus creuser, il faut poser beaucoup de questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, vous avez été déçu déjà par combien d'agences? Et qu'est-ce qui s'est passé? Il faut le faire parler. Il faut poser beaucoup de questions pour vraiment lui faire dire vraiment tout ce qu'il y a sur le cœur. Oh ben, j'ai été déçu parce que je n'ai pas eu de suivi, parce que si, parce que X. Mais vous avez vu, j'ai été déçu. On pourrait presque penser que j'ai été déçu par les agences, que ce n'est pas encore la véritable objection. Vous avez été déçu par les agences, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé pendant la relation? Bah, j'ai pas eu de suivi, j'ai signé un mandat et pendant 4 mois, pas de nouvelles. Voilà. On entend souvent ça. Ah, c'est intéressant ça. Mais monsieur le vendeur, c'est inadmissible. Et là, vous commencez quand même à avoir une vraie objection. C'est-à-dire que, ok, il ne veut pas d'agence, il a été déçu, et il a été déçu parce qu'il n'a pas eu de suivi. Et on pourrait presque continuer à aller plus loin. Qu'est-ce que vous appelez pas de suivi, monsieur le vendeur? Oh bah, j'ai signé un mandat et pendant 4 mois, je n'ai pas eu de réponse, je n'ai pas eu de nouvelles. Vous ne servez à rien. D'accord. Donc, ça fait déjà 4 questions pour isoler et avoir la vraie objection. Ok, on va s'arrêter là. Parce que l'objet du coaching, ce n'est pas de creuser en détail toutes les objections. C'est intéressant ça. On pourra faire un coaching le mois prochain, justement, dans la continuité du coaching aujourd'hui, sur uniquement vraiment la partie objection, et puis on pourra faire des sketchs également. Vous pourrez me mettre au défi, je pourrais même faire un appel en direct. J'ai déjà fait plein de fois. Du coup, j'en étais où? Ah oui, donc j'ai été déçu par les agences. Ok, donc on en est à la phase pas de suivi et pas de suivi. Qu'est-ce qui s'est passé? Et là, quand vous lui avez vraiment, quand il est au bout, là, que vous l'avez essoré, vous allez pouvoir passer au traitement, à la technique CAP. La technique CAP, c'est caractéristique, avantage, preuve. C'est-à-dire qu'on part de la caractéristique de la vraie objection. Du coup, en l'occurrence, déçu par les agences parce que pas de suivi. Alors, j'ai pris ça, mais ça peut être autre chose. Hein. On va le transformer, on va essayer de trouver un argument. Donc, c'est caractéristique, argument, preuve. On va trouver un argument du coup. Et là, on a un argument concret sur ce qui parle à votre prospect. Donc là, ça va être en l'occurrence, du coup, j'ai été déçu par l'annonce parce que je n'ai pas de suivi. Ok, monsieur le vendeur. Non, mais je comprends, c'est inadmissible, mais vous savez quoi? Mais ce que vous dites là, je l'entends régulièrement en ce moment. Je ne comprends pas ce qui se passe parce que je ne sais pas si vous allez être d'accord avec moi, mais quand vous contractez avec une personne, vous êtes d'accord parce que monsieur le vendeur, vous n'êtes pas sans savoir qu'un professionnel de l'immobilier, dans le cadre du mandat, alors là, effectivement, vous pouvez peut-être fredonner le mot mandat, vous n'êtes pas sans savoir que quand vous contractez avec un professionnel de l'immobilier, ce dernier a un devoir de conseil et une obligation de moyens, c'est-à-dire qu'il doit mettre tous les moyens nécessaires pour faire aboutir votre projet. Et moi, Kelly Jimenez, je m'engage effectivement et je m'engagerai sur un engagement d'action si un jour on travaille ensemble, en l'occurrence, et vous suivre. Vous savez, monsieur le vendeur, comment je travaille, moi? Moi, mes prospects, avant même que je sois parti de chez vous, on met en place un suivi. On a déjà pris rendez-vous dans l'agenda. Il n'y a pas un mois où vous n'aurez pas de mes nouvelles. Et ça sera marqué dans l'engagement. Et là, du coup, ça, c'était l'argument ou les arguments. Et vous allez le transformer en preuve. Parce que sinon, le travail n'est pas fini. Monsieur le vendeur, si un jour, monsieur le vendeur, et ça, il ne faut pas hésiter à leur dire, si un jour, parce qu'on ne sait pas encore si on va travailler ensemble, personne ne le sait aujourd'hui, vous avez le droit de refuser, mais moi aussi, vous lui glissez, il ne faut pas hésiter à le glisser parce que ça leur fait du bien, il ne faut surtout pas avoir peur de le faire, l'anti-vente, ça marche bien. Ça sera marqué sur l'engagement d'action et ça sera marqué
sur le contrat qu'on signera. Si un jour, alors, vous pouvez éviter de parler de mandat et de contrat, parce que vous savez que c'est des mots un peu à bannir en pige, vous arrêtez à l'engagement d'action. Ça sera marqué sur l'engagement d'action. Et si donc je ne respecte pas en l'occurrence là le suivi, eh bien, notre relation s'arrêtera immédiatement. Vous aurez juste à m'envoyer un mail et tout s'arrête. Immédiatement, dès que je reçois le mail. Voilà. Et là, vous avez magistralement traité l'objection. Vous êtes parti de la caractéristique, vous avez argumenté, vous avez fini avec une preuve. Et là, maintenant, vous allez pouvoir, du coup, passer à la prochaine étape, qui est le pré-closing. Alors, quand vous avez terminé votre argumentation, vous allez aussi essayer d'obtenir un oui. Vous savez, le fameux yes set. Donc, ça sera marqué noir sur blanc sur l'engagement d'action. Est-ce que vous comprenez, monsieur le vendeur? Voilà. Est-ce que ça vous paraît logique? Voilà. Vous posez toujours une question pour obtenir un oui. Ça vous paraît logique, monsieur le vendeur, ce que je suis en train de vous dire quand même? Ça vous paraît intéressant? Ah ben ouais, quand même. Parce que s'il dit non, c'est qu'il est incohérent avec lui-même. Et là, vous avez eu un oui, qui est important aussi, et vous allez passer à la partie pré-closing. La partie pré-closing, c'est pour moi, à mon sens, la partie la plus importante. C'est à ce moment-là que vous allez savoir si vous allez avoir le rendez-vous ou pas. La partie pré-closing se fait toujours de la même façon. En fait, la pitch, il faut vraiment voir ça comme des mathématiques et vous allez toujours agir de la même façon et vous allez être des robots. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, quand vous avez obtenu le oui, parce que si vous avez un non là, il va falloir revenir en arrière, à partir de ce moment-là, vous allez poser toujours la même question. C'est simple, c'est toujours la même formule mathématique. Il y a simplement les mots qui vont changer dedans. La formule mathématique, c'est si je vous montre, monsieur le vendeur, pendant notre rendez-vous que, et là, il y a le fameux X, est-ce que vous acceptez de me recevoir? C'est-à-dire que là, dans l'exemple de cette objection, si je vous montre, monsieur le vendeur, pendant notre rendez-vous, que, effectivement, nous n'avons pas tous la même façon de travailler et que, effectivement, le manque de suivi est inadmissible et que je vous montre noir sur blanc et que je vous montre les textes de l'OMM qui vous prouvent que nous avons une obligation de moyens, est-ce que vous acceptez de me recevoir? Et là, vous allez obtenir le dernier oui, le plus important. Si vous dites oui, c'est gagné. Vous closez. Très bien, monsieur le vendeur, mais c'est pareil. Enfin, je dis c'est gagné, c'est faux. Ce n'est pas forcément gagné. Parce qu'il faut faire attention aux objections de dernière minute. Il vous dit oui, très bien. Vous passez à la partie closing, c'est-à-dire que vous allez poser une question alternative. C'est la meilleure façon pour closer. C'est-à-dire que vous allez proposer votre rendez-vous avec une question alternative. Pourquoi alternative? Parce que quand vous proposez un rendez-vous, si vous posez une question ouverte, la question ouverte, c'est tout simplement une question ouverte, c'est-à-dire comment allez-vous? Voilà. C'est-à-dire que le champ est trop libre. La question fermée, c'est une question fermée, c'est oui ou non. C'est-à-dire que une question fermée, en l'occurrence, là, c'est très bien, monsieur le vendeur, je suis disponible demain à 14 h. Ça vous va? Voilà, oui, non. Bon, c'est trop restrictif, donc ça ne va pas non plus. La question alternative, c'est monsieur le vendeur, très bien, je suis disponible demain à 11 h ou après-demain à 14 h. Voilà. Donc, vous lui laissez le choix. Comme ça, c'est intéressant parce qu'indirectement, vous lui laissez croire un petit peu qu'il a le dessus. Vous lui laissez le choix. Donc, vous optimisez vos chances de prise de rendez-vous. Donc, vous diminuez les chances qu'ils vous disent ben, j'en sais rien, il faut que j'en parle à madame, quoi. Donc, très bien, vous dites OK, ben, demain à 11 h, c'est bien. OK, vous notez, nanana, très bien, monsieur, et à demain 11 h. Et rappelez-lui quand même aussi et essayez de vous assurer qu'à ce stade-là, parce que vous n'y allez pas pour tricoter. Lui, il croit que vous y allez pour faire connaissance, mais vous y allez quand même pour faire le mandat. Donc, essayez de vous assurer que vous ayez tous les décisionnaires. Très bien, monsieur le vendeur, demain, c'est noté pour 11 h. Est-ce que vous serez tous présents? Vous êtes combien de propriétaires sur le bien? Ben, il y a moi et ma femme, on sera tous les deux là. Très bien. S'il manque, ou si vous avez une division où ils sont 50 000, bon, compliqué. Essayez de voir un rendez-vous où vous avez le maximum d'interlocuteurs pour pouvoir signer.
Voilà, sinon, il faudra prévoir un R2 éventuellement ou une signature électronique. À vous de voir, ça c'est au cas par cas. Là, vous allez closer. Et vous avez vu qu'avec cette technique, et encore, on n'a pas tout vu parce qu'on n'a pas vu le cursus global, en fait, votre prospect, il est quasiment, en fait, il est toujours obligé de dire oui. Parce que s'il dit non, c'est que quelque part, il est incohérent avec lui-même, en réalité. Et personne n'aime être incohérent avec lui-même. Et vous allez voir donc que là, toutes les portes du tunnel sont plus ou moins fermées et que s'il tente d'en enfoncer une, c'est que vous allez commencer à arriver au seuil de rupture. Comment on arrive au seuil de rupture? C'est-à-dire que votre prospect va commencer à s'agacer, voire va vous accrocher au nez, va commencer vraiment à être hostile. C'est quand vous arrivez au pré-closing que vous avez dit, que vous allez lui dire que vous avez fait votre formule mathématique. Si je vous montre, est-ce que vous me recevez? Et qui vous dit non, il faut que j'en parle, je ne sais pas. Parce que dans les objections, vous allez voir dans l'e-book, il y a plusieurs types d'objections. Il y a la vraie, la fausse barbe, l'objection de test. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Eh bien, vous allez revenir en arrière. C'est-à-dire, parce que monsieur le vendeur, excusez-moi, je n'ai pas compris, parce que tout à l'heure, je vous ai demandé s'il y avait que ça qui vous inquiétait, le fait qu'il y avait un manque de suivi, je prends cet exemple, et vous m'avez dit tout à l'heure qu'il y avait que ça. Est-ce que j'ai loupé quelque chose? Est-ce qu'il y a autre chose qui vous inquiète, monsieur le vendeur? Racontez-moi. Non, il n'y a pas que... Non, il n'y a que ça. Très bien. Alors, du coup, si je vous montre pendant notre rendez-vous que ça va se passer comme ça et comme ça, est-ce que vous acceptez de me recevoir? Et vous lui reposez la question. Vous allez, comme ça, peut-être une fois, 2 fois, 3 fois, revenir en arrière. Et au bout de la 4e fois, si vous êtes sur un dur à cuire, vous allez voir que vous allez commencer à arriver au seuil de rupture. Et là, il ne faut pas que le fil se coupe. Là, le fil commence à se tendre. L'élastique se tend. Et le problème, c'est que si l'élastique se tend trop, il va péter. Il va raccrocher et vous n'allez plus jamais entendre parler de lui. Et surtout, vous allez finir avec une image négative. Et ça, c'est mauvais. Parce que n'oubliez pas que si vous finissez avec une image négative, ça va être beaucoup plus compliqué pour le suivi. Et vous n'arriverez pas non plus à avoir son adresse mail. Donc, il faut absolument finir sur une note positive. Donc, quand vous arrivez, et ça, il n'y a que vous qui pouvez le sentir, quand vous voyez que l'interlocuteur s'agace, non, mais c'est bon, je vous ai dit que c'était pas... Voilà. Bon, là, on va commencer à faire un pas de retrait, on va se mettre en arrière. Ok, monsieur le vendeur, j'ai compris, il n'y a pas de problème. Vous êtes un dur à cuire, j'aime ça, félicitations, c'est tout à votre honneur, vous avez de l'audace. Mais moi aussi, ça tombe bien. Alors, dans ce cas, je vais vous aider, monsieur le vendeur. Je vais vous aider. Et là, vous partez sur la fiche qu'on a vue tout à l'heure et vous partez sur le suivi. Puis-je avoir votre adresse mail pour qu'on mette en place le suivi? Voilà. Alors, vous ne lui dites pas pour qu'on place en le suivi, mais vous m'avez compris, on l'a vu tout à l'heure. Et là, vous avez fait un bon rendez-vous. Vous avez fait un bon rendez-vous pige, même si vous n'avez pas le rendez-vous. D'accord? Donc, vous n'êtes pas nul parce que vous n'avez pas eu le rendez-vous. Certains, et n'oubliez pas qu'une objection, ce n'est pas un rejet, ce n'est pas un non. Une objection, c'est tout simplement parce que votre prospect, il a besoin d'en savoir plus. D'accord? C'est une incitation à en savoir plus. Donc, attention, là aussi, on en revient aux croyances limitantes. Vous voyez, tout est un peu lié. Donc, voilà plus ou moins sur la technique de l'entonnoir. Je vais répondre aux questions. Alors, on en est où là? Alors, ça serait bien en effet d'avoir un document avec toutes les objections-réponses comme ça. Alors, non, justement, moi, je ne suis pas friand de ça. Je vous ai mis quelques exemples, mais je ne suis pas friand certainement pas des call centers où on le sait. Vous avez l'impression de parler à un robot. Vous avez l'impression que quoi que vous disiez, il lit sa fiche. Et il ne faut surtout pas faire ça, et encore plus, voilà, justement, tu l'as dit juste après, tu as tout à fait raison, sans répondre comme des machines, mais s'en inspirer. C'est exactement ça. Vous pouvez vous en inspirer, mais alors certainement pas agir. Et c'est encore plus vrai en immobilier, où on a des métiers qui sont très forts sur le relationnel et sur le côté humain. Donc, certainement pas de script, parce qu'en plus, on le sait très bien, le moindre grain de sable, je suis perdu. On en est tous passés par là. Donc
je vous ai envoyé dans les documents quelques objections, effectivement. Mais on va faire un exercice et on va essayer de coller un coaching exceptionnel. Vous savez quoi? On va faire un jeu. Si vous êtes d'accord, on va envoyer un mail pour faire un coaching exceptionnel. Si ça vous intéresse, hein, s'il y en a qui sont partants, dites-le dans le chat. La semaine du 24, par exemple. On se laisse 2 semaines. On se laisse 2 semaines et dans 2 semaines, on fait un coaching exceptionnel, mais qui sera vraiment ciblé. On ne refera pas la partie théorique, on ne fera que la partie traitement des objections, que la partie sketch et la partie vraiment appel pour justement creuser ces traitements des objections. Ça peut être intéressant de faire ça. Je vous laisse marquer, vous mettez oui dans le chat. Et si, là on est combien? Là, 34. S'il y a plus de la moitié qui sont intéressés, on l'organise pour la semaine du 24. On enverra un mail. Alors, du coup, je dis plus de la moitié, mais s'il y en a 10-12, c'est bon. Hein. Sinon, on le fera le mois prochain. Donc, du coup, document, oui, bah, c'est à ce moment-là qu'on pourra le voir. Un cas que je trouvais un peu difficile. J'ai déjà deux agents. Là, j'ai quand même tendance à essayer de me démarquer. Alors, ça, c'est à mon sens l'objection la plus difficile. C'est-à-dire que votre prospect, à juste titre, vous dit qu'il a 2 agents, ou 3 ou plus. Il a raison de ne pas vous recevoir. C'est compliqué. Parce qu'on sait qu'il a raison. Et vous le savez, parce que vous savez très bien qu'une surpublication, c'est néfaste pour l'image de son bien. Donc là, la technique consiste à se mettre en position parallèle et de se mettre en tant que cahier. Monsieur le vendeur, vous avez raison. Sauf que je ne viens pas pour faire un mandat. D'accord? Le mandat, moi, monsieur le vendeur, ça ne m'intéresse pas. Ah, alors là, vous suscitez un petit peu son intérêt. Pourquoi vous venez alors? Je viens tout simplement pour vérifier que votre bien est vendable, faire connaissance avec votre projet et vérifier que votre projet corresponde avec la demande que j'ai. Attention, on n'est pas en train de dire qu'on a un client. Il y a une énorme différence entre « Oh, j'ai un client », et d'accord, à d'autres, et « Monsieur le vendeur, votre produit est un produit recherché, effectivement, et ça a l'air d'être un beau produit, et j'ai une demande en portefeuille pour laquelle je ne veux pas satisfaire. » Vous voyez, il y a une différence entre les deux. Il y en a un, on est dans le seed, et l'autre, on dit j'arrive en terrain conquis. Et ça, on sait très bien qu'il ne faut pas le faire. On détaillera plus tard cette objection. À ce propos, si rendez-vous qu'il existait un book de présentation. Alors justement, le book de présentation, je suis en train de travailler dessus. Il y en aura un, vous savez, dans le fameux cloud que, effectivement, on est en train de le travailler. Ça sera dans la présentation. Alors, oui, yes, oui, 26, 27, 28. Oui, ok, bon, ça marche. Alors oui, sauf le 28. Alors, je vérifie. Vous savez, au niveau des dates, parce qu'il ne faudrait pas qu'on le fasse en même temps qu'un autre coaching. La semaine du 24, ça tombe quand? Alors, attendez. Donc, maintenant, avant de terminer, on va voir la partie... excusez-moi, j'envoie un texto parce que je vais être en retard sinon. La partie technicité, la partie cursus global. On a vu la partie objection. Maintenant, qui est juste une partie finalement du cursus. Maintenant, on va voir la partie globale. Et ici, c'est pareil. Vous allez agir comme un robot. Si vous agissez juste comme un robot, vous allez diminuer fortement vos chances de refus. Alors, vous ne les annulerez jamais. À titre d'info, les statistiques que j'ai, en règle générale, parce que je fais pas mal de coaching individuel aussi sur ça, mais quand on me sollicite, en règle générale, je pose toujours la question, quel est votre taux de réussite sur la pige? En règle générale, on se situe entre 0 et 15% de réussite, donc de prise de rendez-vous. À la fin du cursus de mes coachings, en règle générale, en zone tendue, parce que c'est toujours pareil, ça dépend des secteurs, hein. En zone tendue, c'est toujours plus compliqué qu'en ruralité, bien que ce soit un peu moins vrai en ce moment, mais parce qu'il y a toujours une notion de tension du marché. Mais en zone tendue, j'arrive à avoir, régulièrement, on arrive à monter entre 55 et 60% de taux de réussite, ce qui est énorme pour les meilleurs, hein. Mais sur une moyenne de 40% de taux de réussite. Donc, ça veut dire que sur 12 appels, vous allez avoir 5-6 rendez-vous.
ce qui est pas mal, au lieu de 0 ou 2. Et c'est la technique, et c'est l'entonnoir, parce que, vous savez, après, on en revient à votre chiffre d'affaires. Vous pouvez vous tenir des tableaux aussi de performance du négociateur, où nombre de contacts contactés, nombre de rendez-vous, de suivi, nombre de mandats, et à la fin, nombre de ventes. C'est intéressant, ça, pour vous tenir au courant au niveau de votre performance. On pourra faire des coachings aussi sur la performance. On en a déjà fait avec Stéphanie Cocosa, d'ailleurs, sur la performance du négociateur. Très intéressant, ça aussi. Donc, en ruralité, on peut monter, et j'en suis l'exemple vivant. Moi, j'étais à 85% de taux de réussite. C'est-à-dire que quand j'appelais, j'avais 8 rendez-vous sur 10. Alors, c'était moins tendu que maintenant, c'est vrai. C'est vrai. C'était il y a quelques années. Parce qu'à la fin, j'en faisais plus. Alors attention aussi, avec je fais plus de pige, hein, je l'entends tout le temps, ça aussi. Surtout chez les expérimentés. La pige, on a vu tout à l'heure que les objectifs primaires, c'était le rendez-vous. Mais il y a aussi des objectifs secondaires qui sont, la pige est un excellent baromètre du marché. La pige va vous servir à vérifier les prix de votre marché, savoir ce qui se passe sur votre marché, surveiller vos vendeurs. Vous allez ouvrir votre pige et là, je leur mandat ce portefeuille. Il publie 40 000 euros de moins ou 20 000 euros de moins que moi. Oh, le coquin, il ne me l'a pas dit. Monsieur le vendeur, qu'est-ce qui se passe? Vous avez fait une baisse de prix. Vous ne me l'avez pas dit. Ah oui, pardon, j'ai oublié. Alors ça, c'est pas rare du tout. Hein. Donc, vous allez surveiller vos vendeurs et vous allez également surveiller qu'un bien que vous aviez en portefeuille et qui se retrouve à la vente et qui du coup se retrouve à la vente. C'est-à-dire que je le connais ce bien, mais il devait me dire si son compromis avec Apoté. Ou alors, encore mieux, tiens, lui, je l'ai appelé à la pige, il m'avait dit que je l'avais suivi et il m'avait dit qu'il avait vendu. Il ne voulait pas de moi parce qu'il avait vendu. Allô? Qu'est-ce qui s'est passé, monsieur le vendeur? Vous avez vendu votre cap. Ah mince! Votre vente a capoté comme 70% des ventes. Alors, ce n'est pas le vrai chiffre, mais bon, on peut en rajouter un petit peu. Votre vente a capoté comme 70% des ventes de PAP. Oh mince! Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Racontez-moi. Ah, il n'a pas eu son prêt. Oh là là. Eh bien, vous savez que. Alors, je parle en caricaturant parce que c'est trop ça. Vous savez que moi, je ne fais pas signer un compromis sans que. Technique CAP, caractéristique, argument, preuve. Vous savez que c'est embêtant ça. Donc, votre particulier n'a pas eu son prêt. Ou l'agence, encore mieux. Là, vous vous régalez. Ou l'agence. Orpi avait vendu, je vous l'avais dit. Ben oui, mais vous m'aviez dit aussi que vous me rappellerez si ça revenait à la vente. Vous ne l'avez pas fait. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Orpi a vendu, n'importe qui, je dis ça au hasard, je n'ai rien contre Orpi. Le confrère l'a vendu et finalement, ça n'a pas été refus de prêt. Ah d'accord, refus de prêt. Donc, vous êtes en train de me dire que le professionnel en qui vous aviez confiance n'a pas vérifié les capacités financières de son prospect. Mais rassurez-moi, il vous a quand même montré une simulation ou une étude au préalable, quand même. Voilà, vous pouvez un petit peu... Voilà, je fais version caricature, hein, je me fais un peu plaisir. Mais monsieur le vendeur, vous savez qu'il n'y a pas un compromis que je fais signer sans vous présenter une étude ou une simulation bancaire du courtier. C'est la moindre des choses. Obligation de moyens, monsieur le vendeur. C'est attaquable juridiquement. Il y a alors c'est très rare, hein, mais j'ai déjà vu des jurisprudences où l'agent immobilier a été condamné parce qu'il y a eu un refus de prêt pour perte de chance. Bon, c'est super rare, hein, mais j'en ai déjà vu. Obligation de moyens. Alors, pour les compromis, c'est encore pire, parce que pour l'agent immobilier, c'était l'agent immobilier qui avait été contaminé, ce n'était pas le mandataire. Mais en tout cas, c'est possible, ça existe. Alors, le cursus de l'appel. Le fameux cursus. Là, vous allez agir comme des robots. Et là, on va agir comme des robots, bien sûr. Alors, attention, hein, ce n'est pas le robot du call center, hein, enfin, du call center, hein, c'est le robot parce que c'est la méthodologie. Ça se passe toujours de la même façon. C'en est presque lassant, parce que c'est toujours pareil. Et effectivement, comme je l'ai vu toujours dans le chat,
eh ben, je crois que c'est toi qui le disais, Kelly, c'est que en agissant comme un robot et en travaillant toujours de la même façon, vous savez, le cerveau humain, en fait, nous sommes des paquets d'habitudes. Et le cerveau humain, quand on a l'habitude de faire quelque chose, le cerveau il se modifie. J'ai lu ça dans un bouquin de psychologie. Le cerveau se modifie. Quand vous avez, ça a été prouvé scientifiquement que il y a une étude qui avait été faite sur des chauffeurs de taxi à Londres, parce qu'au début, ils ne connaissaient pas du tout la route. Du coup, au bout de quelques mois, ils n'avaient plus besoin de GPS. À la lettre près, ils vous disaient quelle rue c'était. Et il s'était aperçu qu'il y avait eu des modifications, que les zones du cerveau n'agissaient pas de la même façon. Mais c'est pareil pour tout. On apprend en répétant. Un enfant, il apprend en regardant et aussi en répétant. Un tennisman, il apprend en répétant. Enfin, c'est pareil pour la pige. Et évidemment, ça dissipe les peurs parce qu'on a l'habitude et on va du coup agir comme un robot. Alors, comment ça se passe? Et on va aussi, alors, on agit comme un robot, mais on va aussi mélanger ça avec du ressenti. Parce que là, il y a une question de feeling qui est importante aussi. Donc, allô? Allô, allô, allô. Donc, votre interlocuteur. Alors après, la semaine du 20, on fera ça avec des sketchs. Hein. Je le ferai et puis on le fera ensemble. Votre interlocuteur vous dit allô. Alors, oui, monsieur. Alors, je le fais. Bonjour, je vous appelle pour la maison à vendre. Est-ce qu'elle est toujours disponible? Oui. Vous êtes le vendeur, hein? Oui. OK. Donc là, c'est premier cursus de l'appel. Première étape, c'est quelques secondes. On ne se présente jamais les premières secondes. Pourquoi? Parce que c'est très simple. On ouvre tout de suite la première porte. On ouvre tout de suite la première porte. Ah ben désolé, pas d'agence. Au revoir, clac. Terminé. Il a enfoncé la première porte. On s'est coupé l'herbe sous les pieds. Donc, le fait de ne pas se présenter les premières secondes, non seulement on ferme la porte, mais en plus, on va remettre le prospect dans la vente. C'est-à-dire que au moment, encore une fois, où vous appelez, il n'est peut-être pas réceptif. Donc, il faut s'assurer qu'il le soit, le remettre dans sa vente. Parce que peut-être qu'au moment où vous appelez, il y a des années-lumière de sa vente. Vous êtes bien le vendeur, oui, votre bien est toujours à l'avance. Mais puis c'est pareil, vous pouvez tout simplement aussi ne pas avoir le bon interlocuteur, un locataire, ou là, vous perdez votre temps. Il faut parler au bon interlocuteur. Bon, c'est rare le locataire, mais ça peut être aussi un autre mandataire, ça peut être, c'est rare, mais ça m'est déjà arrivé, ça peut être un coach immobilier, ça peut être, alors ça se retrouve aussi souvent pour les personnes âgées. Ça peut être aussi le fils, l'oncle, ça peut être n'importe qui, mais pas le vendeur. Donc il faut quand même s'assurer d'avoir le bon interlocuteur. Pas d'accord, je le dis tout de suite, et ça désamorce. Ben d'accord, Mickaël. Alors ça peut, toi dans ton cas en tout cas, tu peux tout simplement avoir des résultats en ce sens. En tout cas, pour l'immense majorité des personnes que j'ai coachées et moi mon expérience, le fait de ne pas... Alors, je ne crache pas sur le fait, attention, je ne dis pas que c'est une erreur, mais l'expérience montre quand même qu'en remettant le prospect dans sa vente, eh bien, on augmente les chances quand même que la discussion se poursuive. Maintenant, si toi, quand tu appelles, tu es à l'aise avec ça, il faut continuer, évidemment. Parce que la méthodologie qu'on voit aujourd'hui, ce n'est pas la science infuse. Elle a quand même fait ses preuves, parce que j'ai quand même d'excellents retours, et moi aussi d'ailleurs, à titre personnel. Mais en tout cas, ce n'est pas la seule technique. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ce qu'on voit aujourd'hui, vous allez aussi vous l'approprier. Vous n'allez pas forcément faire la même chose, et vous allez agir comme un robot, certes, mais vous allez aussi vous l'approprier et modifier des trucs qui va faire en sorte, d'ailleurs je vous le conseille, et qui va faire en sorte que vous puissiez aussi l'adapter à vous et à votre secteur. Donc si toi, tu préfères te présenter tout de suite parce que tu as jugé que ça désamorçait la situation, très bien, j'ai aucun problème avec ça. Et peut-être que plus tard dans la méthodologie, tu prendras autre chose. Tu vois, on peut mélanger les méthodologies. En tout cas, par rapport
aux statistiques que j'ai, moi, je déconseille de se présenter les 25 premières secondes. Vous allez voir après pourquoi. Voilà. Après, si vous le faites, vous verrez. Il faut tester. De toute façon, c'est que du test. Hein. Et après, vous ferez en fonction de vos résultats personnels. Donc, on ne se présente pas les premières secondes, on remet le prospect dans sa vente. Ensuite, du coup, une fois que vous avez le bon interlocuteur et qu'il est dans sa vente, on va poser 2-3 questions sur le bien. On va s'intéresser au bien. On va essayer de chercher, par exemple, un truc qui manque sur l'annonce, parce que vous allez voir que ça va finir vraiment de le mettre dans sa vente. Rappelez-vous de la méthode AIDA. Attention, accroche ou attention, intérêt, désir, action. Donc, on va dire que le fait de lui demander s'il est vendeur, c'est un peu l'accroche. L'intérêt, ça va être les questions qu'on va lui poser sur son bien et ça va permettre aussi de prévoir la suite de l'appel et là, surtout si vous faites la technique du scénario, comme on va le voir. Donc, vous allez poser une question, soit en vue du futur scénario et pour finir de le mettre dans sa vente. Ben là, je vois sur votre annonce que vous n'avez pas marqué, je ne sais pas moi, le secteur, le terrain, combien fait le terrain, un truc qui manque d'annonce, les mètres carrés, combien de chambres, ce que vous voulez. Voilà. Quelque chose pour retenir son intention. Et là, vous allez le faire parler. Et cette étape doit durer, il ne faut pas que ça dure plus, va durer à peu près, je sais pas moi, 30 secondes, 20 secondes, 25 secondes. Donc là, on va être à peu près à 35, 40 secondes d'appel. Et ça passe vite, hein. 40, 45 secondes, grand max. Et là, vous allez vous présenter à ce moment-là, parce qu'il faut quand même se présenter, évidemment. Parce qu'après, sinon, le prospect va se sentir trompé. Et il y en a, d'ailleurs, à ce moment-là, ah, mais vous n'étiez pas présenté. Ça va arriver. Mais quand même, là aussi, les chiffres montrent que ça n'arrive pas souvent parce que vous l'avez remis dans sa vente. Et vous avez concentré votre prospect sur lui et sur sa vente et pas sur vous. D'accord? Donc, vous limitez, alors ce n'est pas une science exacte encore une fois, mais c'est sûr par contre que vous augmentez les chiffres en votre faveur. Oui, c'est Jonathan Vourt à l'appareil. Alors, quand vous présentez, c'est pareil. Il y a des formulations. Et moi, je suis un grand partisan du mot conseiller immobilier, de la formule conseiller immobilier. Parce qu'encore une fois, on est sur le conseil. D'accord? Ben, c'est Jonathan à l'appareil. Je suis conseiller immobilier. Figurez-vous que je suis devant votre annonce. Et du coup, j'avais 2-3 questions. D'accord? Et là, vous pouvez encore lui poser un peu de questions sur son bien. Voilà. Vous l'avez vu, ça s'apparente à une discussion. D'accord? Et là, c'est à ce moment-là aussi que vous allez devoir choisir une direction. Voilà. Soit, il y a 2 directions à prendre. Soit vous faites la technique du scénario, ou soit la technique, on va dire, de la transparence. Les 2 sont possibles. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que la pige, c'était un jeu. La pige, pour moi, c'est une pièce de théâtre. En ce qui me concerne, je suis un grand partisan de la technique du scénario. C'est-à-dire que vous allez inventer un scénario de toute pièce. Et là, on est dans alors, accroche, intention, le désir. Donc, vous allez titiller le désir, parce que sa problématique, c'est qu'il veut vendre. Vous allez titiller le désir de vous recevoir. Et là aussi, l'expérience montre qu'avec un bon scénario bien ficelé, ça fonctionne. Alors, certains vont commencer à dire « Ouais, mais on trompe, on ment, nani. » Pas de problème, c'est un peu vrai aussi. C'est pour ça qu'il y a la technique de la transparence. Mais l'expérience montre que la technique de la transparence, on est plus souvent confronté. On n'est plus confronté aux techniques. Du coup, vous allez amener votre prospect dans l'entonnoir des objections plus souvent. Maintenant, je ne juge aucun des 2 chemins. Certains ne sont pas à l'aise avec le scénario, d'autres le sont. À vous de voir. Moi, en tout cas, je sais que le scénario, certes, on mitonne, mais on mitonne oui et non d'ailleurs, parce que normalement, on a tous des prospects en portefeuille, mais en tout cas, c'est moins fatigant et on a plus facilement et plus rapidement le rendez-vous. Moi, j'avais un scénario qui fonctionnait, mais je vous dis 85% du temps, parce que vraiment, on était vraiment on le titillait vraiment sur le désir de nous recevoir. Je prétextais que j'avais vendu un bien sur un secteur
voisin que, comme par hasard, mon prospect avait une demande, comme par hasard, sur le terrain, sur le secteur pour lequel j'appelais, comme par hasard, pour un bien similaire, comme par hasard. Mais par contre, je ne disais pas, ouais, donc j'ai vendu un bien, on a signé le compromis, en plus c'est un paiement en cash. Voilà, vous pouvez glisser des petits mots comme ça. Du coup, il recherche tel type de bien sur ce secteur. Pensez-vous, monsieur le vendeur, que votre bien peut correspondre à la demande que j'ai? Vous avez vu? C'est pas je crois que ça va correspondre et j'ai le client, c'est pensez-vous, monsieur le vendeur, que ça peut fonctionner. Et là, vous inversez les rôles. C'est-à-dire que si vous avez fait un scénario bien ficelé, il est obligé de dire oui. S'il dit non, c'est que votre scénario est mal ficelé, c'est que, genre, je vais caricaturer, mais c'est que voilà, vous avez dit que votre prospect il cherchait un bien avec 2000 m² de terrain et une maison de 120 m² et vous appelez pour un appartement de 60 m². Voilà. Je dis ça en copropriété, je dis ça au hasard, hein, mais je prends l'extrême. Ou s'il vous dit non, c'est qu'il est de mauvaise foi, puisque sur le papier, c'est censé correspondre. Voilà. Mais de manière indirecte, vous avez inversé les rôles. Si vous dit oui, parfait, quand c'est qu'on peut se recevoir. Alors, je vous propose, monsieur le vendeur, qu'on se rencontre afin que je vérifie que votre projet corresponde avec celui de mes prospects, parce que, monsieur le vendeur, attention, je ne suis pas en train de vous dire que j'ai un acheteur, je suis en train de vous dire que votre bien semble correspondre à la demande que j'ai en portefeuille. Mais vous savez comment ça se passe, monsieur le vendeur. Il y a le bien, certes, mais il y a aussi le projet. Avant de vendre un bien, on gère des projets. Et il faut vérifier que votre bien soit juridiquement vendable, qu'au niveau administratif, tout concorde, qu'au niveau délai, on soit bon et tout ça. J'ai besoin aussi qu'on se rencontre pour éviter de vous faire perdre du temps. Il faut insister sur ça. Pour vous faire perdre du temps, je vais vous faire gagner du temps. Si vous dites oui, c'est gagné. On close avec la question alternative. Si vous dites non, eh bien, on le prend, on le met dans la technique de l'entonnoir. Ah, qu'est-ce qui se passe? Et on reprend l'entonnoir. Ça, c'est le scénario. À vous de voir si vous êtes à l'aise avec ça ou pas. Moi, je n'ai pas de scrupules. Surtout que ça ne crée aucun mal. Surtout qu'ils n'en ont pas confiance, mais on est là pour les aider et on leur rend service. Deuxième chemin, le chemin de la transparence. Donc là, il n'y a pas de scénario, mais vous allez tout simplement révéler les vraies raisons pour lesquelles vous appelez. Voilà. Monsieur le vendeur, j'ai de la demande en portefeuille pour laquelle je ne peux pas satisfaire. Je souhaite vous rencontrer afin de vérifier que votre projet correspond à celui de mes acheteurs. En fait, vous êtes épargné la partie scénario. Mais là, vous ne mentez pas. Vous appelez vraiment pour ça. Voilà. Alors ça, c'est un exemple. Mais attention, vous n'appelez pas pour qu'on travaille ensemble. Vous n'appelez pas pour ça. Parce que alors là, vous ouvrez une porte. Vous appelez pour faire connaissance et vérifier que son projet corresponde, pour vous faire gagner du temps. Ça peut être une amorce. Alors, il y a des trucs aussi qui sont intéressants. Il y a aussi un discours qui est intéressant, c'est vous intéresser donc aux biens et aux prospects et dire, écoutez, en ce moment, j'offre des avis de valeur, je me déplace gratuitement pour faire des avis de valeur, mais bon, tout le monde le fait. Mais en pige, quasiment personne n'a ce discours en pige. On l'a surtout sur les flyers. Donc, monsieur le vendeur, je suis devant votre bien, écoutez, moi, je fais des avis de valeur. Je ne sais pas comment a été fixé le prix. J'offre des avis de valeur ou des estimations. On peut employer le mot verbalement, on s'en fout. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Et vous explique, bon, je caricature, hein, et là, vous employez également un vrai discours, vous ne mentez pas. Par contre, alors là, vous le prenez dans l'entonnoir direct, parce qu'il va vous dire que ça a été déjà estimé, blablabla, mais est-ce que ça a été bien estimé? Bon, voilà. Bon, en tout cas, voilà, technique de la transparence, vous expliquez les vraies motivations de votre appel et puis vous essayez d'avoir le rendez-vous. Mais là, je vous dis, 80% des cas, vous serez dans l'entonnoir des objections. Mais pourquoi pas? C'est possible aussi. En tout cas, ce qui est important de savoir, c'est que quelle que soit la technique, quel que soit ce que vous faites, l'objectif, et vous vous en foutez, l'objectif, c'est le rendez-vous. Pourquoi on s'en fout de la méthode? Parce que quelle que soit la méthode, le rendez-vous, vous l'avez. Vous avez un pied chez le vendeur. Et quand vous avez un pied, le deuxième pied, c'est ce qui reste à faire en rendez-vous vendeur. Mais c'est vachement plus facile parce que là, vous allez avoir
tous tous vos sens pour convaincre le prospect. Et combien de mandataires me disent, moi, j'arrive pas à avoir le rendez-vous, mais quand j'ai le vendeur, je fais le mandat direct parce que j'ai le feeling. Vous avez tous normalement le feeling en rendez-vous vendeur. Tous. Donc, quand vous avez un pied chez le vendeur, vous avez quasiment les deux. Bon, à 80%. Il y a toujours les réfractaires. Combien de fois on m'a dit je ne signerai pas d'exclus, de mandat ou exclu, ce que vous voulez au téléphone, et je suis reparti avec l'exclu. Parce qu'après, on est dans la catégorie rendez-vous vendeur. Voilà. Qu'est-ce qu'on dit alors durant les 20 premières secondes? Je récapitule la méthodologie. La première partie se passe toujours de la même façon. On appelle, en fait, on pose que des questions les 20 premières secondes. Oui, bonjour, je vous appelle pour votre maison à vendre, votre bien, votre appartement. Est-ce que vous êtes le vendeur? Est-ce qu'il est toujours disponible? Est-ce que vous êtes le vendeur? D'accord. Alors, j'avais 2-3 questions. Est-ce qu'il y a ça, ça, ça? Est-ce qu'il manque ça? Voilà, vous posez une question vraiment pour le remettre dans son bien, de le remettre dans sa avance pour qu'il soit réceptif à la suite. Ensuite, vous allez donc vous présenter au bout de 40 secondes, à peu près max, pour pas qu'il se sente trompé. Vous allez choisir la direction, scénario, transparence. Vous allez passer par le chemin de l'entonnoir s'il y a des objections. Et enfin, vous allez pré-closer et closer. Voilà en gros comment se passe un appel, techniquement parlant. Et là, et à la fin du mois, on va rentrer dans le détail des objections. Et vous allez voir que c'est toujours le même. C'est un jeu, c'est vraiment du rebondissement. Mais à quoi bon traiter une objection si on est à côté de la plaque, ou si on n'a pas la bonne objection, ou si on peut s'épargner justement d'avoir des objections, encore mieux. Effectivement, le but est le rendez-vous, car tout bascule lorsqu'on est en place. Une relation s'installe rapidement. Exactement, c'est exactement ça. Et c'est exactement pour ça aussi, puisque tu parles de relations, parce qu'on me pose souvent la question, que je suis totalement contre les sociétés comme Direct Mandat qui font vous savez, des prises de mandat. Parce que souvent, ils sont à côté de la plaque des données que vous leur donnez. Et déjà au téléphone, on peut commencer à créer du lien. Donc, je suis totalement contre les call centers, même spécialisés pour la pige immobilière. Voilà. On va en rester là pour aujourd'hui. On a vu aujourd'hui pas mal de théories, ça fait beaucoup d'infos. Je vous ai mis pas mal de supports dans le chat que vous pouvez télécharger. Et donc, moi, c'est noté pour le 26. Vous pouvez garder ce lien. Et puis du coup, on se revoit le 26 à 14h pour finir le coaching pige. Et là, vous allez voir qu'on va rentrer dans le vif du sujet. On ne fera pas de théorie, par contre. Hein. Donc, on ne reparlera pas de technique. Enfin, je veux dire, on ne parlera pas. Donc, je vous invite à regarder un peu les supports parce qu'on fera que du sketch, que du traitement des objections. Là, on fera vraiment du concret, quoi. N'hésitez pas à me faire mal, vous verrez. Je rigole à chaque fois parce que... Alors, ça fait un moment que je n'en ai pas fait, mais à chaque fois que je fais des coachings, je leur dis, allez-y, mais faites-moi mal. Dites-moi vraiment toutes les objections que vous voulez. Et à la fin, c'est très, 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 très souvent, dans 99% des cas, mais c'est fou parce qu'à la fin, on est obligé de dire oui. Parce que dans la méthodologie, il y a une forme de manipulation, déjà avec le IS7, et il y a un conditionnement du cerveau, en fait, à nous faire dire oui en réalité. Donc c'est intéressant comme méthodologie. Après, même le meilleur pigiste du monde, il n'obtiendra jamais 100% de prise de réussite. C'est impossible, ça n'existe pas. Par contre, arriver voilà, en fonction des zones à entre 50 et 80% en fonction des zones, là oui, c'est vraiment possible par contre. Merci. Le numéro des piges chaudes, on les trouve où? Eh ben, sur un logiciel de pige comme Direct Annonce ou Pigimo, le Bon Coin directement. Voilà. Allez, je vous souhaite à tous une bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain coaching. Je ne sais plus sur quoi c'est, mais je sais que mardi prochain, il y a coaching. Allez, ciao, ciao, salut les pros de l'IMO et bonne pige à tous.